Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est pas mal qu'un franco-russe parle au français aussi, parle au français. Pourquoi ? Parce qu'il se passe actuellement, pas très loin d'ici, une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, et qui continue et qui risque de continuer longtemps. Et ça fait quoi tout cela ? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Du Bolchoï, oui, c'est la valse des flocons, le casse-noisette évidemment. Fallait mettre le décor. Bonjour Xavier Moreau. Bonjour. Alors Xavier Moreau, vous êtes, je le rappelle, entrepreneur. Vous vivez en Russie, vous êtes franco-russe, vous vivez en Russie depuis 24 ans. D'ailleurs, on m'avait dit que vous êtes arrivé le même jour où Poutine a pris le pouvoir. 26 mars 2000. N'y voyons aucune marque d'un complot. Mais c'est intéressant. Et puis vous avez fondé ce site Stratpol qui est très très suivi sur la géopolitique, sur l'économie, etc. Alors moi, je voudrais vous demander, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre l'invasion russe ou pour ou contre Poutine. Ça me paraît évident et c'est très bien. Chacun, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, à Sud Radio ? On invite des personnes de toutes opinions et surtout des personnes qui vivent, qui savent ce dont ils parlent. Après, on peut être pour, on peut être contre, c'est un autre problème. Et Xavier Moreau, vous avez écrit d'ailleurs plusieurs livres sur l'Ukraine, sur la gauche aussi, effectivement. Et ce que je vous demandais, vous vivez en Russie, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est d'avoir effectivement le sentiment de l'opinion publique russe, du peuple russe, et puis de ce qui se passe évidemment en économie, parce que vous êtes aussi entrepreneur, et qu'est-ce que tout cela fait perdre, fait rapporter, et sans parler, hélas, des centaines de milliers de morts, parce que le pire, c'est ça. Je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, vous savez, on se rappelait, moi j'ai lu les discours de Poutine traduits en français. En 2020, il était, je dis pas qu'il frappait à la porte de l'Europe, mais il n'aurait pas été contre, effectivement, que la Russie se rapproche de l'Europe. C'est pas loin, c'est il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, et au-delà de Poutine, et je voulais vous demander, dans l'opinion publique russe, chez les gens que vous voyez, que vous fréquentez, avec qui vous parlez, est-ce qu'il y a un divorce avec l'Occident ? Est-ce qu'ils estiment que aujourd'hui il y a vraiment une espèce de faille, une espèce de cassure ? Oui, alors je répondrai sur deux plans à votre question. Il y a de toute manière une rupture qui, à mon avis, est pour très longtemps avec Washington, et oui. Il y a une rupture qui pour un peu moins longtemps avec l'Europe. Déjà pour des raisons géographiques tout simplement. Avec Washington, on le sent vraiment puisque les accusations sont directes de la volonté de Washington de découper la Russie en morceaux en fait. Ils pensent vraiment que Washington veut ça. Mais en plus Washington le dit. Ouais. Ça fait partie du programme. Washington a toujours considéré la Russie comme son adversaire. C'est la doctrine Wolfowitz. Donc pourtant les néoconservateurs. Les néoconservateurs, voilà, tout au début des années 90, alors que la Russie et l'URSS a acté sa fin, que ça s'est plutôt bien passé avec élégance, comme dirait Emmanuel Todd. Eh bien, les Américains ont toujours continué à considérer la Russie comme un ennemi, comme la seule puissance qui pourrait battre les États-Unis, notamment militairement. Et donc a entrepris d'étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'a dit il n'y a pas très longtemps Vladimir Poutine. Il a dit, lui, il observait ça dans les années 90. Et il se disait, bon, c'est pas possible. On n'a plus d'idéologie communiste, donc on n'est plus une puissance expansionniste idéologique, mais il y a une inertie. Donc c'est pour ça qu'il continue à soutenir les terroristes tchétchènes dans le Caucase, c'est pour ça, etc. Et puis finalement, il est arrivé au pouvoir et il a vu que, au contraire, il y avait une véritable volonté de briser la Russie définitivement. Et il a été discret jusqu'en 2007, parce qu'il fallait reconstruire l'État russe. Mais en 2007, il y a eu ce fameux discours de Munich, à la conférence de sécurité à Munich, où là, il a désigné en fait l'adversaire en disant il faudrait arrêter de nous faire croire que vous faites ça pour le bien de l'humanité, mais en fait, vous ne respectez pas les règles que vous nous imposez. Et ce discours a été maintenu. Donc avec les États-Unis, je pense que c'est pour longtemps. Après, ça dépend aussi de ce que vont faire les États-Unis. Si Trump revient et qu'on bascule dans une politique isolationniste, ça ira très bien pour la Russie. En ce qui concerne le lien avec l'Europe, j'ai eu la chance d'interviewer il y a pas longtemps Piotr Tolstoï, donc qui est vice-président du Parlement russe, la Douma, et je lui ai posé la question. Il m'a dit on est parti pour une décennie de mauvaises relations.
Donc pour eux, il y a, et je pense aussi particulièrement avec la France, on a eu cette réflexion de Dimitri Medvedev il y a pas très longtemps, qui était pas très heureuse à mon avis, mais aussi voir que la France, après le bombardement du centre-ville de Belgorod, a dit que c'était de l'autodéfense. Et ça a été très mal perçu. Il y a la publication de la conversation de Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron, qui a eu lieu le 20 février 2022, qui a été publiée l'été suivant, où on voit Macron entouré de journalistes en train de glousser, alors qu'il parle en direct, que Vladimir Poutine lui fait confiance, il parle en direct par téléphone avec lui. Tout ça, plus après Oui, alors Bref. Xavier Moreau, Oui. là vous adoptez le point de vue de Poutine, mais est-ce que, pour ceux qui disent... mais j'aimerais avoir votre sentiment à vous personnel, ceux qui disent oui, mais Poutine lui aussi a des visées expansionnistes. Est-ce que Poutine, parce que on l'a dit aussi, est-ce qu'il n'a pas envie non pas de ressusciter l'Empire soviétique et l'Union soviétique, bien sûr, mais peut-être de reprendre tous ces pays, tout ce pacte de Varsovie, il n'a pas envie de le refaire, mais les pays qui étaient dans le pacte de Varsovie, est-ce qu'il n'y a pas quand même des visées en disant retrouvons cette grandeur impériale que nous avions ? Non, d'ailleurs, Vladimir Poutine a dit il a dit ça une dizaine d'années, il y a 10 ans je crois, il a dit qu'il espérait que plus jamais ni les élites russes ni le peuple russe n'auraient des ambitions messianiques. Donc aujourd'hui, la politique de Vladimir Poutine, elle vise à protéger les Russes où qu'ils se trouvent. Et ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine, c'est pour protéger les populations russes et russophones. Voilà, la Russie n'acceptera jamais le Donbass et même plus largement ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, qui va de Odessa jusqu'à Kharkov, et même les populations russophones, même Kiev, si vous voulez. Kiev est une ville russophone, contrairement à ce qu'on nous raconte. Donc il veut prendre Kiev. Je pense. Alors, il y a ce que je pense et ce que lui veut faire. Qui est certain aujourd'hui, ça a été encore annoncé par le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, il y a 3 jours, c'est que ils vont prendre. En tout cas, ils veulent prendre Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk, je parle des régions, et Kharkov. Donc c'est ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. Vous pensez qu'ils vont y arriver ? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Et après, on va voir ce que ça va donner, parce qu'une fois que, si vous voulez, pour le malheur des Occidentaux, la partie riche de l'Ukraine, c'est la partie russe. C'est-à-dire les ports, Mariupol, Berdiansk, Nikolaïev et surtout Odessa, et l'industrie, c'est-à-dire Kharkov, le Donbass, l'énergie, le charbon, la fameuse anthracite, etc. Donc en fait, l'Ukraine, sans la Nouvelle-Russie, de toute manière, ne représentera plus un danger pour la Russie, parce qu'elle n'aura ni les moyens économiques ni les moyens humains de la menacer. Donc l'enjeu, il est là, il est économique. Voilà, je pense que une fois que la Russie tiendra la Nouvelle-Russie, après Kiev, j'exclus pas que Kiev se soumette d'elle-même en disant après tout, autant aller du côté du vainqueur et de celui qui a les moyens de nous reconstruire. Et c'est aussi pour ça que la Russie n'ira pas reprendre la Pologne ou les Pays-Baltes pour prendre la place des Français et des Allemands qui payent les fonds structurels au travers de l'Union européenne depuis une quinzaine d'années. Vous voyez, la Russie devra reconstruire au moins la moitié de l'Ukraine. Elle a autre chose à faire que de réindustrialiser les Pays-Baltes et de payer la dette de la Pologne. Mais d'un autre côté, les Américains aussi ont envie de reconstruire aussi, peut-être pas la moitié de l'Ukraine, mais entièrement. Vous savez, les grands groupes. Ils sont déjà là. Ouais, ils sont déjà là, oui, ils ont acheté beaucoup de terrain, donc ça va être très intéressant à suivre. Enfin, et en même temps, on voit que il y a eu un rapport, comme vous le savez, l'Institut Kiel, le soutien à Kiev quand même. Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte ou pas et l'aide internationale à l'Ukraine au plus bas depuis le début de l'invasion russe. Il dit que le soutien à Kiev, là depuis 1 an, a baissé de 90%, ce qui est quand même énorme. Alors oui, tout à fait. Il y a 2 types de soutien. Il y a le soutien militaire. Donc si vous regardez les courbes du soutien militaire, en fait, il y a eu des livraisons massives d'armement la veille des offensives ukrainiennes. Donc une première fois à l'été 2022, avant les offensives de Kharkov et de Kherson, et là juste avant l'offensive qui a lamentablement échoué, qui était terrible du point de vue humain. Juste avant pendant l'hiver 2022-2023 pour préparer l'offensive d'été. Et ça, effectivement, c'est l'effondrement complet des livraisons d'armes. Sauf les systèmes de défense antiaérien, parce que l'Ukraine n'en a quasiment plus, et que les Russes, au contraire, eux, ont développé toute une gamme de missiles qui s'abattent, on le voit depuis... Oui, alors qu'on s'attendait, on disait que la Russie est à court de munitions, que c'est... Ça restera pour moi, qui connaît le complexe militaire industriel russe, un mystère. Comment les gens ont pu dire ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
d'ailleurs. Alors qu'on savait qu'il fonctionnait à plein gaz, etc. Et que surtout, ils ont la capacité d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et en 3 mois de passer en cadence d'attaque. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'on entendait énormément ici nos généraux de plateau, etc. dire... qui connaissaient pas le complexe militaro-industriel russe, et même le leur d'ailleurs. Parce qu'avoir estimé que nous, on pourrait soutenir l'effort militaire ukrainien, c'était totalement surévalué. Et avant le début de l'opération militaire spéciale, donc ce que les Russes appellent l'opération militaire spéciale, le 15 février, il y a eu un rapport 2022, il y a un rapport du Sénat français qui faisait l'inventaire de nos capacités militaro-industrielles. Et en fait, qui disait qu'on pourrait tenir 4 jours en cas de guerre de haute intensité. Et monsieur Lecornu a pris des décisions c'était un an, fin 2022, en disant nous allons commencer à produire de la poudre noire. De la poudre à canon, pardon, parce qu'on ne produit plus de poudre à canon, figurez-vous. Et donc la grande ambition, c'est produire de quoi fabriquer, je crois, 20 000 obus en 2025. 20 000 obus, c'est ce que les Russes tirent en 3 jours. Donc, Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça a l'air plié. On va juste un mot là-dessus. Vous voyez, les chiffres quand même, je rappelle à nos auditeurs. On s'est engagé, enfin les pays qui soutiennent effectivement l'Ukraine et légitimement pour eux, sont engagés à hauteur de 246 milliards d'euros sur le plan militaire, financier et humanitaire. Les États-Unis, plus de 75 milliards d'euros d'aide annoncée, donc 46,3 milliards en aide militaire. Les pays de l'Union européenne, on a des aides bilatérales, 51,1 milliards d'euros, et des aides communes provenant des fonds de l'Union européenne, 81 milliards d'euros. Ça, c'est l'Union européenne, effectivement. Donc, oui, voilà. Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, si vous me permettez, donc il y a cet aspect militaire qui est en train de baisser, qui a largement baissé, et il y a aussi le problème, c'est qu'en fait, l'Ukraine ne produit plus rien. Donc en fait, le budget de l'État ukrainien, c'est-à-dire qui paye les militaires, les veuves, les blessés, les pensions, les fonctionnaires, ce sont les Occidentaux. Ouais. Donc si cette aide s'arrête, et là on parle des 61 milliards que les Républicains refusent d'envoyer, les 50 milliards qui sont bloqués par Orban, alors là on parle d'emprunter 20 milliards, que l'Union européenne emprunte 20 milliards pour le donner à l'Ukraine. Donc tout ça, si ça n'arrive pas, l'État ukrainien va cesser de fonctionner. Bon, moi, je suis un peu comme les Russes, je prévois toujours le pire, donc je pense qu'ils vont trouver une solution pour envoyer quelques milliards de dollars pour prolonger la souffrance ukrainienne. Mais la situation n'est pas désespérée, mais elle s'en approche. Oui, et puis on se demande, c'est-à-dire à quel prix tous ces morts, etc. Et si vous voulez, en plus, la Russie voit, je pense, la guerre comme un investissement. Quand ils ont démarré l'opération militaire spéciale le 24 février 2022, Vladimir Poutine voulait en gros 3 régions, c'est-à-dire la Crimée qu'il avait déjà obtenu, qu'il contrôlait à 100%, et les régions de Lugansk et de Donetsk qui étaient contrôlées, on va dire 50%, moins non, même 40% pour Donetsk et 20% pour Lugansk. Mais il les voulait dans les frontières administratives. Donc c'était vrai, c'était la perte de Mariupol. Mais bon, il y avait de quoi négocier, je pense. Mais en admettant qu'on lui ait donné, il voulait 3 régions. Aujourd'hui, en plus de ces 3-là, ils en ont pris 2 en plus, Kherson et Zaporozhye, et comme je vous l'ai dit, visiblement, ils vont en prendre encore 4 de plus. Donc ils ont intérêt à prolonger la guerre pour le moment. En fait, la stratégie russe, elle a été rappelée par Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, c'était hier ou avant-hier. Il a dit, nous continuons à détruire méthodiquement le potentiel militaire kievien. C'est pour ça que compter les kilomètres carrés, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de voir ce que fait la Russie, en gros, depuis juillet 2022. Elle profite de sa supériorité significative de puissance de feu pour détruire le potentiel militaire. Et après, elle ira où elle voudra. On va continuer à parler quelques minutes avant de recevoir Xavier Hofer et pour ces abominations de viol. On va continuer à parler quelques minutes avec Xavier Moreau après ceci. Et puis on vous donnera la parole également 0826 300 300. Vous avez des questions, des interrogations, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Xavier Moreau, entrepreneur franco-russe qui vit en Russie depuis 24 ans et qui est fondateur du site Stratpol que beaucoup de gens suivent effectivement, site géopolitique et économique. Parlons un peu d'économie justement, Xavier Moreau. Il y a eu l'embargo décrété par l'Amérique, par l'Europe, etc., par toute une série de nations. Et donc ça va faire bientôt 2 ans maintenant, pratiquement. Où en est-on ? Qu'est-ce que ça a fait pour l'Europe et qu'est-ce que ça a fait pour la Russie ? Alors, si vous me permettez, les sanctions, en fait, elles ont commencé en 2014. Au moment de la réunification de la Crimée. Alors, c'était pas des grosses sanctions, mais après le MH17, donc le Boeing qui a été détruit, on pourrait savoir par qui. Donc là, il y a eu des grosses sanctions qui ont été prises. Et ce qu'a constaté Vladimir Poutine, c'est que c'était une des meilleures choses qui soit arrivée à la Russie. Pour vous donner un exemple, par exemple, dans son domaine agricole, aujourd'hui la Russie doit être la première puissance agricole au monde. En 2014, elle importait la moitié de la viande de cochon qu'elle mangeait. Aujourd'hui, elle en exporte. Derrière, en 10 ans. En 10 ans. En 2020. En 2020, ils ont subvenu à leurs besoins et aujourd'hui, ils en exportent. Et surtout, derrière tout ce secteur agricole, donc c'est le premier producteur de blé, le premier exportateur de blé. Et derrière toute cette agriculture, il y a toute la mécanique autour de l'agriculture. Donc ça tirait des secteurs entiers vers la croissance. Et c'est ce que Vladimir Poutine a constaté. Et je pense qu'il souhaitait les sanctions. Je pense qu'une des raisons de l'opération militaire spéciale, c'est les sanctions. Parce que la Russie est un pays très riche. Et qu'en fait, si jamais vous n'y êtes pas obligé, vous achetez à l'étranger ce que vous pourriez produire vous-même. Et donc, il y a non seulement les sanctions, mais les contre-sanctions. Et les sanctions qui ont été mises, non seulement la Russie a parfaitement résisté aux sanctions, mais elle a rebondi et elle est entrée dans une phase que j'appelle d'hyper-industrialisation, comme le montrent d'ailleurs les commandes de machines-outils qui ont doublé depuis 2021. Vous voulez dire, Xavier Moreau, que Bruno Le Maire, qui ne se trompe jamais, et qui disait qu'on allait mettre à genoux l'économie russe, ça n'a pas été ça, quoi. Non, je pense que d'ailleurs, si vous regardez, la Russie va faire 3,5% de croissance en 2023, la France est en récession, l'Allemagne est en récession, les agriculteurs allemands sont dans la rue, donc et on n'observe pas du tout ça en Russie. Et au contraire, ce qu'on apprécie, c'est la qualité du PIB. C'est-à-dire que déjà en 2021, 32% du PIB russe, c'est des chiffres de la Banque mondiale, c'était de l'industrie et de la construction. En France, c'était 16%. En Allemagne, c'était 28%. Donc la Russie était déjà un pays extrêmement industrialisé. Et là, on est dans une phase d'hyper-industrialisation, puisqu'il s'agit de... Donc il y a un terme russe qui a été inventé qui s'appelle «importzameshenie», c'est-à-dire le remplacement des imports, où la Russie se met à produire tout ce dont elle a besoin. Et c'est dans le domaine aéronautique où c'est le plus spectaculaire, puisque comme il n'y a plus d'Airbus et de Boeing, eh bien, ils sortent toute leur gamme d'avions. Bon, ils n'ont pas démarré hier, c'est des grands progrès. Mais là, tout a été accéléré, donc on va voir ça sans doute en 2024, le MS-21, le Superjet 100 motorisé russe alors qu'il était motorisé français, etc., etc. Donc dans le domaine aussi automobile, la croissance est spectaculaire, et même dans le domaine le plus difficile qui est celui des semi-conducteurs, qui est à mon avis la seule véritable sanction qui est problématique pour la Russie si la Chine n'était pas là. Oui, sauf que la Chine est là. Sauf que la Chine est là. Donc juste un mot, les entreprises françaises qui ont décidé de quitter la Russie. Donc, alors très importante. Oui. Alors les entreprises occidentales ont perdu beaucoup d'argent. Le New York Times estime en décembre 2023 que ça leur a coûté 103 milliards de dollars. 103 milliards. Oui. Les entreprises occidentales toutes confondues. Voilà. Et ça a été pour les entreprises françaises une véritable catastrophe parce que certaines avaient été, et ça c'est le génie français, les premières à voir le potentiel du marché russe. Société Générale, Renault, Renault était le premier producteur de voitures en Russie. Donc ils sont partis quasiment pour rien. Renault, je crois qu'il même n'a rien demandé, avec une possibilité de revenir dans 4-5 ans. Mais bon, les machines-outils sont là, les Russes ont appelé les Chinois. Ils ont dit aux Chinois, vous pouvez produire en Russie, mais maintenant, il faut développer toute la sous-traitance. Il n'y avait pas de système ABS produit en Russie, figurez-vous, avant l'opération militaire spéciale. Maintenant, il y en a un. Et il y a tout. Et évidemment... Les Russes ont fait les Chinois en disant, oui, vous voulez produire chez nous. Écoutez, c'est exactement ça. Ils ont fait les Deng Xiaoping, en fait. C'est Deng Xiaoputine. J'ai un sous-chapitre dans mon livre qui s'appelle comme ça, Deng Xiaoputine. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir cet état des lieux. Après, on peut dire oui, mais il y a les droits humains, etc. Bien sûr, les droits humains. Parfois, il faut voir effectivement les résultats. Et les résultats, c'est que malheureusement, l'Ukraine va
est en train de perdre beaucoup à la fois d'hommes, de femmes, c'est terrifiant. Et puis les résultats seront quoi? On va jusqu'au bout, c'est la guerre mondiale, ou en tout cas c'est la guerre régionale, où on s'arrête là. Mais pour vous, en tout cas, le sort en est jeté pour vous. Pour moi, mais la Russie a gagné la guerre le 24 février 2022. Après, à quel prix et quand, ça c'était la question. Aujourd'hui, à quel prix on le voit à peu près. Quand, ça va dépendre de la question initiale de l'interview, c'est-à-dire quelle va être l'aide de l'Occident. Si l'Occident n'aide pas du tout Kiev, l'État kievien s'écroule. Là, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de milliards de dollars pour payer les militaires, les fonctionnaires et faire tourner la machine. Si jamais ils remettent au pot, on est peut-être reparti pour 6 mois, pour 1 an, mais la Russie gagnera à la fin. Et plus la victoire se fera attendre, plus ce qui restera de l'Ukraine sera la portion congrue. Pas très gai tout ça. Il faudrait, en tout cas, ça fait réfléchir, et ça doit faire réfléchir nos gouvernants et les princes qui nous gouvernent en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Qui vivra verra. Merci. Merci, André Berkoff.